Fidèles téléspectateurs de la vision africaine dans le monde, c'est un plaisir pour nous de savoir que vous avez renouvelé votre confiance à travers cet instrument de transmission à des valeurs culturelles de manière générale. À tous et à chacun, bienvenue à suivre cette émission Cours des Grands. Vous le savez, c'est un programme qui va pour vous à la rencontre des grandes personnalités. Question de vous faire découvrir différentes réalités tournant autour de leur casquette. Et aujourd'hui, nous avons encore une fois le plaisir de recevoir un invité, en tout cas un habituel de ce programme parce qu'on l'a déjà reçu. L'homme est porteur de plusieurs casquettes, au-delà du fait qu'il soit acteur politique. Il est aussi serviteur des dieux, mais il a d'autres casquettes. Peut-être qu'il voudra bien qu'on découvre au cours de cette émission, au cours des grands. Maître Patient Chirouza, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Vous allez bien, maître? Oui, pas de panique. Alors c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui dans le Cours des Grands. C'est un plaisir. Première question, parce que vous êtes un habitué de ces programmes, l'annulation et l'arrivée du pape François qui devrait visiter la République démocratique du Congo et Goma en particulier. Cette annulation, pour vous, représentait quoi? Pour nous qui? Vous personnellement, en tant qu'analyste? Pour Maître Lufungolo Patient. Oui, pour vous. Et là, je dois répondre ipso facto comme un ministre de Dieu. Je pense qu'il n'est plus un secret pour tout le monde que partout les papes passent, il y a toujours après lui des dégâts. Et nous avons des voisins qui ont fait ça, qui ont invité cette personnalité de la religion catholique dans leur pays. Et à son départ, il y a toujours des problèmes. Au Rwanda, il a visité en 1994 et après lui, il y a eu un drame. Le génocide. Dont la République démocratique du Congo paye les conséquences aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. C'est le génocide. Mais en Centrafrique aussi, vous avez vu ce qui s'est passé après sa visite. Juste après, il y a eu une guerre civile. Mais pour la République démocratique du Congo, seulement l'annonce de son arrivée coïncide avec la résurgence des mouvements rebelles des faits depuis 2013. C'est tout ce que nous on peut retenir. Donc pour nous et pour moi, là où je suis ministre de Dieu, à l'église des cités de refuge, et pour ma propre personne, le fait pour lui de ne pas d'avoir pas foulé les sols congolais, c'est déjà un lueur de l'espoir que les troubles qu'on allait craindre après son départ ne vont plus exister. Ce sont des coïncidences. Peut-être que des coïncidences, lui-même peut un jour répondre à cette question, mais c'est un constat amer. Heureusement que la République démocratique du Congo ne va plus vivre ces moments qu'on avait tous peur de vivre après son départ. On ne sait pas par quelle coïncidence, ou bien c'est lui-même qui connaît les secrets de ses visites. Partout où il est passé en Afrique, ça n'a pas été la bonne chose. Et nous sommes réjouis de voir qu'il n'a pas foulé les sols congolais. Et surtout les pratiques habituelles à lui qui consistent à baiser les sols. À baiser le sol. Le sol, quand il arrive dans un pays, il baise le sol. Mais on pensait que les hommes devaient... Et vous, en tant que ministre des dieux, parce que vous oui, Dieu n'a pas... vous appelle un ministre des dieux. Il interdit même de baiser le sol. Donc on ne peut pas... Mais sur le plan anthropologique... C'est un sacrilège. Et de voir un homme baiser les sols et éviter et refuser même de baiser les femmes. C'est vraiment quelque chose de hors divin. Ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Quel soubassement? Non, les soubassements, nous savons les musiciens quand ils viennent pour s'attirer le public, ils le font. Nous avons vu des politiciens congolais qui le font. Mais dans le monde où cela est permis, ce sont des mondes obscurs. Et nous, devant cette situation, nous n'avons aucun crédit à donner à une personnalité pareille. Et nous sommes contents qu'il ne soit pas venu. Et nous sommes sûrs que le président annulera même son invitation à une personnalité pareille. Alors, ça, c'est une opinion qui vous engage? Ça nous engage, ça m'engage moi-même. Et surtout que vous savez que notre pays est à 80% catholique. Évidemment. Alors, si les choses ne vont pas. Moi-même, j'ai étudié à une école catholique.
Mais si les choses ne vont pas dans un pays où la plupart des universités et des écoles sont catholiques, c'est qu'on doit des choses à reprocher à ces dirigeants des églises, surtout à cette haute personnalité qui devrait venir nous visiter pour rien, là où, les moments où on n'a pas besoin d'elle. Et donc on peut retenir, selon Maître Patient, que l'annulation de la visite du pape François en République démocratique du Congo est salvatrice pour le pays. Oui, c'est très salvatrice puisque les pires, les petites histoires qu'on est en train de suivre comme insurrection, c'était seulement à cause de l'annonce. Maintenant que son voyage a été, entre guillemets, reporté, même pour nous, nous savons que c'est annulé. Mais c'est quand même un vicaire des dieux. Bon, son Dieu n'est pas notre Dieu. Le Dieu créateur, lui-même, vous savez, les colons sont venus avec une Bible où il y a des écrits qui nous fascinent. Et nous nous fondons sur cette Bible pour les coincer. La Bible elle-même dit que pour être ministre de Dieu, pour être évêque, vous avez choisi une tâche noble. Et ça, c'est Romains 13. Et il faut qu'un évêque soit mari d'une seule femme. Dans le cas d'espèce, la personnalité que vous appelez pape, elle n'est pas mariée d'aucune femme. Et c'est un problème. Et cette personnalité doit être quelqu'un qui garde bien sa propre famille. Puisque la Bible pose la question. Si quelqu'un ne sait pas bien s'occuper de sa propre famille, comment saura-t-il s'occuper de l'église de Dieu? Et quand vous le voyez en Argentine, il demande pardon pour la pédophilie, pour l'homosexualité. Mais lui-même, il est en train d'annoncer au monde de quelle obédience son église et lui-même ils sont. C'est ça le problème. Les gens ne voient pas ça, puisque la Bible dit que les gens ont les yeux mais ils ne voient rien. Ils ont des oreilles, ils n'écoutent pas. Mais lui, il ne cache rien. Il ne cache rien. Il suffit même si les plans gothiques, si vous avez l'analyse des images, quand vous visitez même ce qu'on appelle les saints sièges, qui n'est pas saint, puisque lui-même... Là, selon vous, hein, nous ne les reconnaissons pas comme saints d'ailleurs, puisque les saints, on sait comment ils se comportent. C'est quelqu'un dont les péchés ont été pardonnés. Mais dans le cas d'espèces, les péchés là de pédophilie et d'homosexualité, ils ont un jour été pardonnés par qui? Il a demandé pardon où? Puisque quand lui-même, il n'est pas évêque, mais il s'impose, c'est l'imposture au poste d'évêque par rapport aux écrits bibliques. Moi, je suis juriste, je ne me suis pas présenté, je suis un avocat. Le premier réflexe d'un juriste, c'est recours au texte. Mais les textes qui fondent même sa foi, sa religion, la Bible, ils interdisent à quelqu'un qui n'est pas marié d'une seule femme d'être évêque. Mais lui, il va se donner des postes qui ne sont pas bibliques. Les postes des papes, ce n'est pas biblique. Ça ne concerne que ceux qui croient en lui, et c'est ça sa religion. Voilà. Et donc, ça c'est une opinion qui est propre à vous, au maître Patient. Nous allons maintenant entamer le vif de cette émission au cours des grands. Aujourd'hui, nous parlons des questions de l'heure qui, bien sûr, émaillent la scène politique de la République démocratique du Congo. Alors, les rapatriements des reliques du corps de Patrice Emery Lumumba, pour quelle signification selon vous? La signification est claire. L'auteur de l'infraction du meurtre d'un héros national est déjà connu. Et c'est un pays. Et c'est la Belgique. Devrait répondre. C'est la Belgique. C'est la Belgique, non. On connaît que la personnalité qui avait recueilli cette dent-là était au service d'un pays. C'est la Belgique. Alors, les Belges devraient, nous, génération post-Lumumba, ils nous doivent des comptes. Ils devraient réparer les préjudices qu'ils ont causés à toute une nation en tuant leurs héros de manière inhumaine et de grande date. Donc jusqu'à présent, la perte d'un héros national a une incidence sur la politique de notre pays et sur l'évolution. Et je pense que la lecture que j'ai faite, Dieu merci qu'au moins une fois pour toutes, les Congolais savent qu'un pays a organisé, avec la complicité bien sûr de la communauté internationale, les meurtres et la mort d'un héros. Ça signifie la mort même de l'indépendance de notre pays. Et aujourd'hui, la face du monde connaît qui a été l'auteur de ces crimes odieux. Alors pourquoi vous faites un parallélisme latent entre la mort d'Emery Patrice Lumumba et la mort de l'indépendance de la République démocratique? Vous savez, je vous avais dit la fois passée que l'indépendance qu'on nous avait accordée était problématique. Il y avait un discours qu'il ne fallait pas dire. Le président du pays qui était à l'époque, Kasavubu, avait un discours pour ovationner les colons. Mais Lumumba, héros national, lui, s'était improvisé. C'est là où il avait déjà signé son mandat de mort.
C'est là qu'il avait signé de mourir, puisque lui, il a dit non, monsieur, vous nous avez, qui ignore tout ce que vous avez fait subir comme monstruosité. Maintenant, nous sommes débarrassés de ça. Laissez-nous un pays souverain. Mais les colons, ils voulaient donner l'indépendance dans la main gauche et récupérer ça dans la main droite. Ce qui était saugrenu. Hein? Mais c'était déjà dit par le général Janssen. Après l'indépendance, sera égal après l'indépendance égale avant l'indépendance. Alors, Lumumba, lui qui était opposé à ces principes, en a eu pour son compte. Et à l'époque, Lumumba lui-même avait dit qu'il y a eu des traîtres qui ont collaboré avec lui. Et si vous suivez bien les archives, de l'argent était même sorti à New York. On a payé aux politiciens congolais de l'argent, même des sommes sont là, à peu près 500 000 $ qu'on avait distribués pour qu'ils se débarrassent de Lumumba. Et aujourd'hui, nous connaissons qui était derrière tout ça. Ce n'était même pas des Congolais. On comprend que c'était les colons et les Belges. Et donc, ces gens qui veulent prendre le Congo, ils doivent comprendre qu'ils ont une guerre ouverte entre les colonisateurs et les peuples qui veulent être libres. C'est pourquoi on ne laisse pas la liberté. Et c'est ça le problème. Et la lecture de cette dent-là, c'est déjà un peu détourner une page où 61 ans après, on ne savait pas qui avait tué Lumumba. Mais aujourd'hui, on comprend, celui qui a l'intelligence va comprendre que c'était un crime de l'État, de l'État colonial. C'était même un crime international. Plusieurs puissances étaient derrière. Et la Belgique devra un jour répondre. Parce que Lumumba était finalement une idéologie. Oui, c'était un panafricaniste. Il avait de bonnes idées pour l'Afrique, l'unité de l'Afrique. Il voulait la liberté. Et ces principes-là, pour les esclavagistes, on doit rester esclave. Et lui, il disait qu'on doit être libre. Alors nous, partisans de la liberté, on comprend que l'État congolais devrait, si j'étais ministre de la Justice, mon gouvernement devrait tout de suite saisir la Cour internationale de justice pour demander la réparation de la Belgique pour les crimes odieux qu'il a commis à notre héros national. Et vous estimez que cela peut valoir combien? Plusieurs milliards de dollars, pourquoi pas 500 milliards de dollars? Puisque la mort de Lumumba, jusqu'à aujourd'hui, dans un pays riche, les pillages qu'on organise, si lui il était là, peut-être qu'il aurait créé un système de défense de la nation où on ne va pas piller nos minerais chaque jour. C'est une supposition. Est-ce que vous allez à Kinshasa, vous voyez combien de grimes, de camions de grimes, d'arbres qu'on coupe chaque jour et qui vont dans l'océan pour aller à l'étranger? C'est chaque jour. Plusieurs centaines de véhicules remplis de grimes, de sticks d'arbres qu'on coupe dans la forêt et qu'on emporte là où on ne connaît pas. C'est un esclavage qui ne dit pas son nom. Que dire alors des minéraux qui font la guerre à l'est du pays? Tout ça, c'est puisque le Congo a été placé dans une situation de non-État. Et nous voulons que ceux qui nous ont donné l'indépendance viennent nous la remettre, puisqu'ils ont repris cela. Nous réclamons encore l'indépendance. Ceux qui ont pris l'indépendance, qu'ils reviennent. Nous remettre notre indépendance et qu'ils nous laissent, qu'ils respectent notre pays, qu'ils respectent aussi notre armée. Ça signifie qu'ils cessent la campagne de dénigrement de l'armée congolaise qu'ils sont en train de faire avec la MONUSCO pour nous faire croire qu'une rébellion de gens défaits peut venir et faire fuir et les FARDC et la MONUSCO. Ça c'est une blague. Ça c'est une blague. Les Nations Unies, vous connaissez ce que ça signifie. Plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ne savent pas mettre fin à une rébellion. On ne sait pas comprendre. Je ne sais pas comprendre. J'étais sur la dent. Voici que je tombe directement sur les M23. On va y arriver tout à l'heure, mais est-ce que vous estimez que c'était vraiment opportun que cette danse soit rapatriée et que pour cela, beaucoup d'argent soit finalement déboursé pour organiser ces obsèques? Beaucoup d'argent, je ne sais pas qui a dépensé beaucoup d'argent. Je ne suis pas bien placé pour vous dire si on a affirmé ou infirmé qu'il y a eu dépense de beaucoup d'argent. Tout ce que moi, ce qui m'importe, c'est les symboles et la lumière. Vous savez, j'ai aujourd'hui que j'accepte que quelle que soit la durée de la nuit, la lumière jaillira. Et la lumière est en train de jaillir 61 ans après dans le décès de notre héros national. Alors qu'on fait. C'est la Belgique qui doit nous répondre où est parti notre héros national. Mais c'est la Belgique, de la Belgique, remettez-nous notre héros national. Ils nous remettent. Ce n'est pas là-dedans qu'on voulait. Nous, on voulait un héros. Ils nous amènent là-dedans. Puisque jusqu'à présent, en matière de droit, les décès de Lumumba n'était pas jusque-là confirmé. C'était supposé. Maintenant, aujourd'hui, on a la preuve que quelqu'un l'a tué et il a même arraché les dents.
Alors que dire de ceux qui estiment que Lumumba, Patrice Emery, c'est un héros qui est en voie des disparitions dans la mémoire la crème puérile, hein, les enfants qui sont en train de venir aujourd'hui, parce qu'on sent dans des grandes villes, certes il y avait à l'époque des avenues qui portaient le nom de Lumumba, mais à la longue ces avenues se sont transformées peut-être en chaussée Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui je sais pas moi quoi. Que dire de cette opinion? Vous savez, l'éclatement du Congo, c'est pour demain. C'est une citation de Lumumba. Pourquoi aujourd'hui on parle de la balkanisation? Puisque lui il a dit l'éclatement du Congo, c'est pour demain. Et nous sommes 61 ans après, toutes les autorités, ils vous disent qu'il y a un complot international pour la balkanisation. Pour balkaniser mais c'est le terme qui change, l'éclatement et la balkanisation. Mais c'est la même chose. La différence, c'est que lui, il avait déjà vu cet éclatement comment. Il était prévoyant. Et cette prévoyance, tout le monde, tout Congolais, sérieux, en a besoin de voir les choses. Et c'est ce qu'on ne veut pas, qu'il y ait des Congolais qui voient les choses telles qu'elles sont. Mais lui, il a vu 61 une année après. Mais il y a aussi aujourd'hui des autorités qui ne voient pas ça. Quand on dit qu'il y a guerre de balkanisation, il y en a des Congolais qui n'acceptent pas. Mais un héros national avait déjà vu cela 61 années après. C'est que c'était un homme providence. Et on doit le regretter. C'était un génie. Et le Congo en a toujours besoin de se référer à lui. Il faut lire ses discours et ses lettres qu'il a écrites. Il a dénoncé la corruption. Aujourd'hui, nous avons la corruption. Il a dénoncé la balkanisation. Aujourd'hui, il y a la balkanisation. Mais comment on peut oublier une personnalité de cette haute facture? Et vous pensez que les Nations Unies mobilisées contre un seul homme, c'est n'importe quel homme? Ce n'est pas n'importe qui. Pas n'importe quel homme. Maintenant, lui, la chair est partie, mais les idées de Lumumba, qui n'en a pas besoin. Est-ce qu'on nous enseigne même pas cela? C'est enseigné dans des écoles. On enseigne mais de quelle manière? À l'image et à la ressemblance de celui qui l'a tué. Puisque le système que nous avons dans l'enseignement, c'est un système belge. Ouais. Il faut qu'on enseigne aux élèves, à la progéniture, que les gens qui ont tué Lumumba, c'est eux qui nous ont amené un système où on peut étudier 21 années après et on n'est rien. On ne peut rien inventer. On ne peut pas créer même de l'emploi. C'est ça le système. Mais ce système tend toujours à nous rendre esclaves. Comment quelqu'un qui a fait 21 années d'études, il peut être à mesure de créer? Comment les militaires qui ont étudié dans des écoles prestigieuses, dans leur système-là de colonisateurs, ils peuvent être en difficulté devant une rébellion qui a un major comme porte-parole, mais nous avons un général et un major qui fait confondre chaque fois dans les faits, la version des faits, un général. C'est vraiment une campagne savamment montée pour dénigrer le Congo et ça doit cesser. Alors, parce que vous avez anticipé, nous parlons aussi de cette agression dont la République démocratique du Congo, notre pays, est victime. Il y a cette création d'une force régionale pour finalement pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, comment concevez-vous cette agression? Moi, je pense que c'est un non-événement. C'est-à-dire? C'est un non-événement puisque je ne vois pas quelqu'un qui va quitter son pays pour venir mourir à Rutshuru. Pour quels intérêts? C'est que derrière cette force, nous voyons, et personnellement, moi je vois une sorte de carte blanche aux agresseurs et aux prédateurs du pays. Vous savez, les minéraux qu'on pille à l'est du pays, ça passe par où? Ça passe par ce pays-là. C'est pas le Rwanda? Ça passe par ce pays-là de l'Est, non? Ça arrive même à mon par port, ce même pays. Dar es Salaam, Mombasa, ça passe par là. On connaît l'or du Congo, du Grand Nord, ça passe par quel pays? Alors, les gens, il y a des Stein qui est un penseur. Il avait dit dans l'une de ses célèbres citations, les gens qui créent le chaos, on ne peut pas recourir à eux pour résoudre le chaos. Ça c'est aberrant. C'est aberrant, donc c'est vraiment une erreur et je pense que le moment venu, notre président va corriger cette erreur, puisqu'il est spécialiste en correction des erreurs. Quand il commet les erreurs, il les corrige. C'est une erreur qui doit être corrigée, puisque les affaires de l'Est du Congo ont des relations avec ce pays de l'Est, qui ont les ressources. Et si vous voyez le discours de la présidente de la Tanzanie, on veut faire de la République démocratique du Congo un marché international. Et là, je vais vous ramener en 1885, dans l'histoire, à la conférence de Berlin, on avait fait de la République démocratique du Congo une zone internationale neutre, de commerce international neutre.
Donc cette zone-là ne devrait pas être contrôlée par qui que ce soit. C'était vraiment internationalisé. Et c'est la même politique qui revient aujourd'hui. On ne voudrait pas que cette zone, que le Congo soit aux Congolais, mais que ça soit à toute la communauté. Et parmi les éléments de conquête du pouvoir, il y a la puissance étrangère. 19 000 hommes de la MONUSCO ne suffisent pas. Il faut augmenter d'autres. Combien ils veulent? 20 ans après, la MONUSCO ne peut pas vous demander quelle est cette rébellion qu'ils ont déjà maîtrisée. Je pensais qu'à cette occasion, le président pouvait demander le départ de la MONUSCO et s'il a de bonnes relations avec ces pays de l'Est, qu'il leur demande de venir faire l'expérience pour voir s'ils vont résoudre. Mais quand ils vont le faire avec la MONUSCO, vous pensez que ces pays vont contredire la politique de la MONUSCO de rester le plus longtemps possible au Congo? Non, pas du tout. Ils ne vont pas contredire puisqu'ils sont membres de l'ONU. Ils sont membres de l'ONU, non? Alors, Maître Patient Chirouza, quelle est la place maintenant de la diplomatie dans toutes les démarches entreprises selon vous? Vous êtes un ministre des dieux, comme vous voulez bien qu'on vous appelle. Vous avez, dans toutes les démarches, vous avez toujours préconisé la voie de dialogue, n'est-ce pas? Alors, quel est aujourd'hui le sens de la diplomatie dans cette guerre? D'abord, les dialogues, on va dialoguer avec qui? Puisque déjà, le code pénal congolais, si vous lisez les articles 200 et 2, on interdit à tout Congolais de former un groupe armé. Mais lorsque les gens, il est puni de mort, la personne qui va prendre les armes contre son pays. Il y a l'article 64 de la Constitution qui oblige tout Congolais qui voit quelqu'un qui veut prendre le pouvoir par les forces de l'en empêcher. Maintenant, lorsque vous allez demander à qui, en dialoguant, vous allez demander qu'on viole le code pénal, on ne peut pas violer non les plus criminels qui sont en train de coopérer, les espions, il y a des espions, les étrangers qui viennent au Congo pour mettre en difficulté l'autorité de l'État. Et les Congolais, les nationaux, qui collaborent avec une puissance étrangère pour mettre en difficulté l'État, vous allez dialoguer avec quoi? Je pense que si on veut être vraiment un pays sérieux et pris au sérieux même par les voisins, il faut qu'on respecte d'abord cette disposition du code pénal. Il y a toute une section qui interdit les attentats à l'autorité de l'État. Mais comment les spécialistes en attentat à l'autorité de l'État, ils vont se retrouver sur une table avec l'État? Pour faire quoi? Il faut d'abord qu'ils passent à la justice, qu'ils répondent de pourquoi ils ont pris les armes contre le pays et que les peines, ceux qui seront coupables, ils soient punis conformément à la loi. Si on ne respecte pas la loi, qu'on modifie cette loi ou bien qu'on l'abroge. Comme ça, on va commencer à négocier indéfiniment. Qu'est-ce qu'on va négocier que Joseph Kabila n'a pas négocié maintenant? Et pourquoi on peut négocier avec les gens qui ont été défaits? Vous pensez que c'est facile? C'est que si nous négocions avec ces gens-là, c'est une humiliation qu'on ne peut pas accepter. Il nous faudra qu'il y ait une armée puissante au Congo qui va imposer son autorité même sur les pays voisins. Et c'est là que nous allons avoir des hommes dans ces pays qui sont de notre obédience. Mais je ne vois pas quand est-ce que les pays voisins seront avec nous en harmonie, puisqu'ils tirent leur émergence. À partir de nous. Ils sont premiers producteurs de nos minéraux. Ce qui est allez-y comprendre les intérêts. Ils ont quel intérêt pour que nous puissions avoir la paix? Puisque ils vont être quantième producteurs. Si nous avons la paix, nous allons être producteurs, mais ils vont être quantième. Alors, donc nous devons imposer par la force à ces pays là-bas de nous respecter. Par la force. C'est par la force, puisque les négociations ont donné 24 ans après leurs limites. À un certain moment, il faut donner un ordre clair à nos FRDC. C'est cet ordre qui manque, puisque les présidents croient beaucoup aux négociations. Le président Félix Antoine Tshisekedi. Tous les présidents qui sont passés au Congo, ils pensent que... Ce qui n'est pas mauvais. Ils ne pensent pas que nous pouvons mettre fin à cette crise par la guerre. Et ils ont raison, puisqu'on connaît comment on commence une guerre, mais on ne sait pas comment on va la terminer. On en a l'expérience pour la Poutine à Moscou avec l'Ukraine. Il a commencé, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il pensait qu'il s'est fait sur le terrain. Et nous aussi, quand on est prudent, pour ne pas subir les sorts du président ukrainien, qui laisse une population en débandade, pour les intérêts des Occidentaux, c'est mieux d'y aller étape par étape. Puisque la guerre, c'est l'ultime solution. Mais si nous sommes déjà à l'ultime solution, on n'a plus de choix. On sera obligé, pour avoir la paix, de se battre. Et ce n'est que cette solution, d'ailleurs qui m'a été enseignée par mon professeur, qui est d'ailleurs américain, mon professeur de politique étrangère africaine, il nous avait dit en 2006 que pour que le Congo ait la paix, il faut qu'il y ait un pouvoir
à Kigali et au Burundi qui nous est favorable. Mais le pouvoir favorable à la République démocratique du Congo. Un pouvoir qu'on contrôle. C'est un stratège en politologie. Il nous avait enseigné cela. Il nous avait enseigné pendant la rébellion du RCD. C'était un Américain. Il nous avait dit non, vous ne pouvez pas rêver à avoir la paix si au Rwanda il y a un pouvoir que vous ne contrôlez pas. Et nous avions eu la paix à l'époque de Mobutu, puisque le pouvoir qui s'est passé là-bas, tous les pouvoirs là-bas étaient contrôlés par Mobutu. Et je pense qu'il faut nous réarmer. Nous devons avoir des alliés aussi internationaux. Vous savez, quand nous avons des alliances avec les alliances stratégiques, en politique on parle des alliances stratégiques. Le Congo est en alliance stratégique avec les États-Unis. Mais les États-Unis ont des alliances stratégiques privilégiées avec le Rwanda. Est-ce qu'on peut fuir la pluie dans les lacs? Non. Maintenant, dans les cas d'espèce, nous avons choisi les États-Unis qui sont la mer du petit lac et le Rwanda. Et nous allons nous noyer. Finalement, c'est ça ce que ça signifie. Maintenant, il faut changer cette politique et avoir des alliances stratégiquement utiles. Alors, maître, vous pensez que les FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo, sont des natures vraiment encouragées pour l'éclosion de la résorption de cette guerre? Lorsque la politique échoue, la négociation échoue, tout Congolais sérieux, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition, il ne peut qu'avoir confiance à son armée. Et c'est cette armée-là qui nous donnera. Ou bien on est vaincu, on signe un traité de paix, le président et les autorités, les militaires et les généraux congolais, ils acceptent qu'ils sont défaits devant le Rwanda. On vit maintenant sous l'empire du Rwanda. On devient un pays annexé au Rwanda. Ou bien on se bat, c'est nous qui annexons le Rwanda. C'est tout. Il n'y a pas... donc il y a deux alternatives. Oui, ou bien c'est le Rwanda qui est... ou bien le Congo accepte, nous sommes en incapacité de se battre contre le Rwanda, nous signons tout ce que vous voulez. Nous signons tout ce que vous voulez, nous devenons vos sujets. C'est qui est aberrant, ça. Si vous acceptez cela, on aura la paix. Dans l'histoire du monde, un roi défait, il signe un traité de paix. Et c'est ça la politique internationale. Il accepte de se soumettre à l'autorité de celui qui a la force. Puisqu'il n'y a pas une force acceptable supérieure à l'autorité de l'État. Mais ce qu'on nous montre ici, à Rutshuru, c'est comme si l'M23 est devenu supérieur à l'autorité de l'État, supérieur à l'autorité de la communauté internationale. Ça, c'est très aberrant. C'est une moquerie. Alors, il faut faire attention. Lorsque nous avons des lois qui interdisent les groupes armés, qui interdisent d'énerver l'autorité de l'État, et qu'il y a des personnes qui sont encouragées. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, le Rwanda, c'est un pays ami à la République démocratique du Congo? Ben oui, c'est un pays ami sur le plan diplomatique. Moi, j'ai un peu des dossiers de droit et pratiques diplomatiques. Sur le plan diplomatique, il y a un ambassadeur du Congo au Rwanda et un ambassadeur du Rwanda au Congo. Et ce sont les bonnes relations. Et les questions se résolvent de cette manière-là. Alors si on extrapole, il y a des dérapages. Le Rwanda n'a pas encore ouvertement déclaré la guerre au Congo, tout comme le Congo n'a pas encore déclaré ouvertement la guerre au Rwanda. Ça signifie que le Congo aussi doit remettre le principe de réciprocité, exige que le Congo aussi puisse avoir des rebelles qui le soutiennent au Rwanda et que le Rwanda nous accuse nous de soutenir des rebelles rwandais. C'est là qu'on va avoir des équilibres de force. Et ça, il faut se le dire, c'est de la politique, c'est de la bonne guerre. Mais dès lors que nous ne sommes pas en mesure de le faire, ils nous giflent, ils nous gifleront toujours. Puisqu'il y a des intérêts grandioses en présence. Il y a des intérêts stratégiques. Les partenaires qui veulent investir au Congo, les Rwandais leur disent, là il n'y a personne, il faut me voir. Si vous ne me voyez pas, je vais vous déstabiliser. Vous voyez ça? Alors, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Alors le Rwanda, vous allez passer, il va accepter d'être dernier producteur du Koltaka. Il va accepter ça. Et ces investisseurs, ces multinationales qui ont leurs investissements au Rwanda, dans les banques rwandaises, qui ne choisissent que de garder l'argent dans les banques rwandaises et non dans les banques congolaises. Ils vont accepter ça, de perdre leur business. Vous savez la passion que les investisseurs ont pour leur business. Et c'est ça le problème du Congo. Alors pour résoudre cette question, il faut imposer notre force au Rwanda pour mériter non seulement la confiance des Congolais, mais aussi la confiance des multinationales. Les multinationales n'ont pas d'amitié, ils n'ont que des intérêts. Si quelqu'un sait protéger leurs intérêts, ils vont les soutenir. Nous, on ne nous soutient pas parce qu'on ne sait pas protéger leurs intérêts économiques. Et c'est ça le problème. Alors, cette situation a été aussi consécutive à certains discours de haine, hein, évidemment. On dit qu'il faut voir la physionomie, je ne sais pas moi, de certains
Congolais, disant que celui qui n'est pas nôtre, il faut le chasser. Vous savez, les problèmes que nous avons, c'est les Congolais se laissent manipuler. Mais les gens qui frisent sur les réseaux sociaux avec des discours pareils, qui vous dit qu'ils sont Congolais? Mais là, au Rwanda, on connaît la mentalité congolaise. On connaît qu'il y a des Congolais qui sont prêts à tomber dans les pièges de la xénophobie. Qui vous dit que les Rwandais ne sont pas des citoyens dignes de vivre au Congo? Sur le plan du droit, chacun est libre de vivre là où il veut. Moi, si je veux, je dois aller vivre en principe au Rwanda. Et si le Rwandais veut vivre au Congo, il est libre. Il y a des procédures qu'il faut entamer pour vivre là où on veut. Oui. Alors commencer à s'attaquer à des personnes, c'est un discours que les Rwandais commercent. C'est un commerce rwandais qui consiste à montrer que sans la force publique du Rwanda au Congo, les rwandophones, ceux qui s'appellent les rwandophones, puisqu'il n'y en a pas même pas, il y a des Congolais qui parlent le Kinyarwanda, ils vont mourir là-bas. C'est un prétexte. On a déjà attaqué le Congo, il y a déjà une agression déclarée. Maintenant, on va justifier cette agression par quoi? C'est part de ces messages de haine. Oui, mais ces messages de haine, est-ce que les Congolais ont besoin de ces messages? Non, pour le moment, on en a pas. Est-ce que le président de la République a besoin de ces messages? C'est pourquoi on est en train d'arrêter les gens qui jouent ce terrain-là. C'est un mauvais jeu pour l'ennemi. L'ennemi du Congo veut nous présenter notre sale image. Je vous informe que si vous faites ce discours là-bas, vous causez du tort à la diplomatie congolaise de démontrer pourquoi les Rwandais ne doivent pas nous agresser. Mais si les Rwandais tombent sur ces messages là-bas, ils vont les brandir devant les conseils de sécurité des Nations Unies. C'est une force pour les Rwandais et notre faiblesse pour avoir la sympathie de la communauté internationale pour soutenir son action et justifier son action en RDC. Alors, si on doit bannir ce genre de discours. Moi, j'ai suivi le vice-ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Il a renié l'agression. C'est une bonne chose qu'il continue à renier. Maintenant, il revient à nous de démontrer cela. Par des faits tangibles. Il faut avoir une force capable de maîtriser les Rwandais quand ils entrent et les présenter à la face du monde. Et c'est de la bonne guerre. On peut résoudre les guerres par la justice. Mais est-ce que vous pensez que jusqu'ici, il n'y a pas de Rwandais sur qui les mains ont été mises? On a attrapé des Rwandais. Vous savez, nous avons un procès contre l'Ouganda à la Cour internationale de justice. Mais si nous avons les éléments de preuve que les Rwandais sont au Congo, on va saisir une juridiction internationale à La Haye qui s'appelle Cour internationale de justice. Et le Rwanda sera condamné. Et le Rwanda ne veut pas être condamné, il refuse. Le Rwanda refuse que non, ces gens-là ont été kidnappés. Il faut que nous les Congolais, c'est de la bonne guerre, il faut que nous les Congolais nous puissions démontrer que ces gens-là n'ont pas été kidnappés. Et pourquoi on a seulement kidnappé des? Qu'on kidnappe alors d'autres. Ou bien qu'on les arrête dans leurs aventures. On les a laissés. Puisque les gens, la population vous disent que ce sont les Rwandais et les Ougandais qui sont au front. Mais ils ont les noms d'IM23. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont des faits, d'abord le Congo ne s'est pas démontré, poser la question au Rwanda, comment les gens qui étaient cantonnés au Rwanda se retrouvent déjà au Congo? Ça c'est une question. Ils ont franchi quelles frontières? Avec quels documents? Alors si le Congo les a fait laisser lui-même, c'est là qu'on parle de l'irresponsabilité. Puisque ces gens d'IM23 vous disent qu'ils ont fait 8 mois à Kinshasa dans des hôtels. Si quelqu'un peut quitter le Rwanda dans un camp, il se trouve dans un hôtel 8 mois à Kinshasa et qu'il se trouve dans la forêt, les responsabilités internes, on va les nier. Pourquoi? Puisque les Rwandais vont vous dire que c'est une affaire congolaise. Vous avez signé, vous avez fait entrer par la DGM des gens qui sont en ordre avec leurs documents, les traversées. Et puis ils font la guerre. Mais nous sommes pris par notre propre piège. On doit arranger des choses à notre interne pour avoir un discours convaincant à l'externe. Et c'est un peu ça. Et pour prouver exactement les faits qui... C'est de la gestion de la chose publique. Vous ne pouvez pas gérer un pays de manière quelconque. À part la confiance aux Nations Unies. Vous avez la confiance en un ambassadeur américain. Vous avez la confiance aux forces de l'Afrique de l'Est. Mais quelle confiance? Ce sont des étrangers. Il faut nous débarrasser des étrangers et qu'on ne peut pas les insérer dans notre système de sécurité. Si le système de sécurité est défectueux. Mais c'est de la responsabilité pas des pays voisins. C'est de la responsabilité des Congolais et de leurs dirigeants. Puisque si les Rwandais viennent, on les attrape ou on les repousse jusqu'au Rwanda. Mais ça va être constaté. Et le monde saura que, évidemment... Notre ministre aussi est passé à la RFI, il a dit que nous avons des images. Est-ce que ces images sont convaincantes? Nous avions des Rwandais, on les a interrogés, ils ont avoué qu'ils sont dans une mission spéciale, mais on les a remis. En contrepartie de quoi?
Ça, c'est une question. En contrepartie de quoi on les a remis? Une question qui reste. Puisque les Américains qui sont attrapés dans la guerre en Ukraine, ils sont toujours en train de se faire interroger par Moscou. Mais nous, on les a vite remis. Par peur ou par quoi? Il faut que ça se sache et qu'au niveau du Congo, on sache si nous avons des autorités et l'armée sur qui compter ou s'il n'y en a pas. C'est la raison d'être de plusieurs groupes armés. Vous savez ce qui se font sous les zones sous contrôle de l'armée rwandaise et ses prétendus M23. Mais chaque jour que les gens crient qu'ils se font massacrer là-bas, ils se font tuer. Et celui qui doit les protéger, c'est l'armée congolaise. Mais si l'armée congolaise indéfiniment laisse les gens face à une armée étrangère et que la population s'organise en vertu de l'article 64, c'est ça la genèse des groupes armés. Moi, je suis vice-président national d'un parti politique ex-groupe armé. Comment on est devenu groupe armé? C'est lorsque l'armée fuit, la population s'organise pour se défendre sans soutien du gouvernement congolais. Et que demain, ces gens-là, des rebelles, se retrouvent nos autorités. Puisqu'ils vont négocier avec le gouvernement, ils deviennent les généraux, commandants région, ils deviennent ministres. Finalement, demain, vous, la population, vous êtes dans quel? Vous êtes en sandwich. On est pris dans sandwich. Et c'est ça le mal congolais qu'on doit résoudre. C'est ça le problème qu'il faut résoudre et c'est de l'apanage de tout Congolais. Voilà, c'est l'apanage de tout Congolais. Tous les Congolais doivent donc être mobilisés comme un seul homme pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. En quoi, pour terminer évidemment, parce qu'on est en train de chuter avec ces programmes cours des grands maîtres patients, en quoi consistera exactement l'apport du peuple congolais face à cette agression du Rwanda? C'est se battre ou se rendre. C'est-à-dire? Ou bien on se bat, nous tous, comme un seul homme derrière les FARDC, qui ne vont pas nous trahir. Puisque vous savez, la trahison d'une armée de laisser la population devant l'ennemi. C'est fort. Vous n'avez pas de consignes de l'armée de quitter, mais l'ennemi qui vous dit, on vous laisse encore cet ennemi-là. Il faut une symbiose entre l'armée et la population. Et lorsqu'il faut fuir, il faut qu'on soit informé. Alors lorsqu'un gouvernement d'état de siège dans une période de guerre peut faire une semaine sans communiquer sur comment évoluent les choses, ça craint. On comprend que l'armée aussi est piégée par les autorités politiques. Puisque l'ordre d'attaquer vient de la politique. Nous avons un commandant suprême qui doit donner un ordre clair. Mais lorsque l'ordre est ambigu, et les militaires sont piégés, et la population piégée par la politique. Est-ce que vous savez que pour faire la guerre, c'est un ordre d'une personne? Oui. Et cette personne, nous l'avons. C'est le chef de l'État. Mais s'il n'y a pas cet ordre, et qu'on recule, mais c'est aussi un ordre d'une personne. Et donc, un jour viendra où le président doit prendre ses responsabilités et on sera sauvé. Voilà, le président prendra ses responsabilités et on sera sauvé. Maître patient, on va se tenir debout pour terminer ces programmes cours des grands. On a parlé de beaucoup de sujets. En même temps, on est passé par l'annulation de cette visite du pape François en République démocratique du Congo. On a parlé de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, le pays, la RDC qui est agressée par le Rwanda voisin. Alors s'il arrivait qu'on vous demande à vous de vous poser une question et d'y répondre pour terminer, que diriez-vous? Je vais répondre. Vous vous posez une question et vous répondez vous-même à cette question. Pourquoi il y a toujours la guerre à l'Est? Réponse? C'est puisqu'il y a beaucoup de richesses. Et Obama l'avait bien dit en Tanzanie. Le Congo souffre des immenses richesses et d'un vide interne. Et le vide, c'est là où il faut prendre des décisions courageuses. Et il est grand temps aux décideurs de décider courageusement. Il est grand temps aux décideurs de prendre des décisions courageuses. Oui, c'est ça. Merci donc à vous, maître patient Chirouza. On aura le plaisir de vous retrouver prochainement dans Cours des Grands. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont été fidèles à travers ces programmes sur la vision africaine dans le monde. Merci à la réalisation qui a été tenue des mains de Lévis Mouindo. On aura donc le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci à la grande équipe des programmes de la vision africaine dans le monde. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Surtout, continuez à jeter votre dévolu sur les programmes de Michapi Voice TV. On va dire au revoir aux téléspectateurs. Bye bye. Merci beaucoup.